Des séminaires communs, CESTIM, IHU, donc une unité de sciences sociales et l'IHU collaborant sur un cycle de séminaires. On a le plaisir de recevoir Raouf Boussekine, qui est professeur à la faculté d'économie, qui a eu des fonctions importantes à l'Aix-Marseille School of Economics, y compris dès son lancement et sa formation, puisqu'il en a assuré la direction scientifique pendant 4 ans. Et il est maintenant président ou directeur général de l'IMERA, donc une institution de l'Aix-Marseille, de l'université cette fois-ci. Et il va nous parler de problématiques de développement économique en lien avec la santé. Voilà, je crois que... Merci Bruno, merci. Et merci pour l'invitation. La dernière fois, j'étais dans mon lit d'hôpital, j'avais eu une sacrée pneumonie, donc je ne pouvais pas venir. Donc là, je rattrape le coup. Donc il s'agit d'un séminaire où en fait je vais essayer de vous montrer une approche à la santé publique notamment, d'un point de vue qui n'est pas le standard que vous voyez en économie de la santé, mais du point de vue de la théorie du développement. Et vous allez voir que c'est un thème extrêmement riche en controverses. C'est pour ça que j'ai mis controverses, etc. Parce que les choses les plus simples pour vous peuvent s'avérer extrêmement compliquées pour certains économistes. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, la grosse différence entre l'approche que je vais vous présenter, une approche, on va dire, non économique, c'est de regarder les mécanismes économiques qui sont en jeu, qui sont importants. Alors, je vous donne un exemple en guise d'introduction avant d'aller... Supposez que vous observez dans un pays que suite à un choc de mortalité, par exemple une épidémie, on va prenons le sida. Beaucoup plus simple parce que c'est un débat qui a eu lieu. Vous observez une baisse de la fécondité, de la fécondité au bout d'un certain temps. Une explication somme toute possible serait de dire oui, il y a eu beaucoup de prévention après coup, l'utilisation de préservatifs a pu faire baisser la fécondité d'une certaine façon. Alors les économistes ne vont pas chercher ce genre d'argument, en tout cas ce n'est pas ceux qui privilégient. Ils diraient plutôt, voilà, il y a un choc de mortalité qui est massif, ça tue beaucoup de gens, donc ça décime l'offre de travail sur le marché du travail, ça augmente les salaires. La participation féminine dans le marché du travail augmente, ce qui fait baisser la fécondité. Vous voyez la différence entre une... Et donc la difficulté, c'est évidemment de trouver ce mécanisme et surtout de le quantifier. La grosse différence entre l'économie de la santé classique, où on étudie l'efficacité, coût-bénéfice d'un dispositif, et ce que je viens de vous raconter, c'est que encore faut-il démontrer que ce mécanisme est important et qu'il est d'ordre macroéconomique, parce qu'il s'agit quand même d'expliquer s'il est vraiment sérieux. On peut toujours en douter. Alors je vous signale par ailleurs que c'est ce genre de problématique qu'on trouve chez les historiens. Je vous donne un petit exemple. La peste noire, 14e siècle. On peut discuter des chiffres, mais on va dire qu'il y a au moins un tiers ou la moitié de la population européenne qui a été décimée. Il y a des historiens tout à fait sérieux, comme David Herlihy, qui est un des patrons, il est décédé, un des patrons de la société américaine d'histoire économique, qui dit simplement, c'est peut-être la peste noire qui est à l'origine du retournement de la transformation de l'Ouest, comme il dit, Transformation of the West. Pourquoi? Parce que devant la rareté de la main-d'œuvre, il a fallu bien innover. Alors l'exemple qu'il donne, c'est celui de l'écriture. Vous savez qu'à l'époque, ceux qui écrivaient les bouquins, c'était des moines, qui ont été aussi touchés durement. Eh bien, il fait le lien entre ce choc extrêmement dur de la peste noire et l'imprimerie de Gutenberg, par exemple. Alors, ça c'est en guise d'introduction. Je vais maintenant vous parler du point central de la discussion que je vais avoir.
ça paraît un petit peu surfait, mais c'est un débat extrêmement sérieux. J'ai présenté la même chose à Kinshasa il y a quelques mois, il y avait énormément de débats là-dessus. La question est la suivante, elle est assez classique somme toute. Est-ce que, ce que j'écris là-bas, est-ce que le développement économique, ou ce qu'on appelle le décollage économique, requiert une amélioration a priori ou un décollage épidémiologique préalable ou pas, ou vice-versa? Vous voyez, c'est une question, c'est comme l'histoire de la poule et de l'œuf, et les économistes appellent ça un problème d'endogénéité, parce qu'on ne sait pas qui est le premier, où est le lien causal. Alors, selon que vous répondez que oui, il faut améliorer la santé pour espérer booster le développement économique ou pas, vous avez évidemment des recommandations en termes de politique de santé qui sont totalement différentes et qui peuvent avoir un impact sur le terrain énorme. Je peux vous le dire, puisque je voyage beaucoup en Afrique noire. Donc, il y a un fameux article qui a vachement plombé le travail de beaucoup de gens, qui est fait par ces deux auteurs américains, qui s'appellent Acebogu et Johnson. Et ce qu'ils prétendent, si j'ai un tableau, je vais simplement vous montrer le type de raisonnement. Je ne vais pas vous faire de mathématiques, c'est juste une petite équation. Voilà. Imaginez, ça c'est le PIB, d'accord? Et le PIB se produit avec énormément d'input, d'accord? Se produit avec énormément de choses. Par exemple, avec du capital, que j'appelle K, avec du travail, avec la technologie, ce que vous voulez. D'accord? Imaginez qu'il y ait une amélioration de la santé. Je décrète, je dois améliorer la santé. Donc j'allonge, on va dire, l'espérance de vie. Il y a plus de gens qui bossent. D'accord? En principe, ceci devrait pousser le PIB vers le haut. Mais si tu es sérieux, tu ne vas pas regarder ça. Le PIB, ce qui apporte, ce n'est pas le PIB, c'est le PIB par terre. Numérateur, dénominateur. Le numérateur augmente. Le dénominateur augmente. Quid du numérateur? Il va aussi monter. Mais de combien? C'est toute la question. Alors, si vous acceptez avec moi l'idée sans toute triviale qu'en doublant le nombre d'heures de travail, vous ne doublez pas la production, sauf en ce moment, vous voyez très bien qu'une amélioration de l'espérance de vie, sans autres effets que l'effet direct, va diminuer le bien-être, puisque ça diminue le PIB par capita. Ben, c'est l'argument de ces gens-là, hein. Ça va pas beaucoup plus loin. En vérité, pour pouvoir arguer qu'on peut avoir un effet bénéfique sur le bien-être, il faut donner des effets externes. Par exemple, dire « mais les gens en meilleure santé vont travailler mieux ». Ou alors, comme ils vivent longtemps, ils vont pouvoir aller plus longtemps à l'école, et alors ils seront mieux formés, donc il y a des effets externes qui ne sont pas récupérés par l'effet direct. Mais justement, tout le sens, évidemment ces deux types ne sont pas je suis filmé donc je ne vais pas utiliser de gros mots, ce ne sont pas des abrutis, donc ce qu'ils font, évidemment, c'est d'estimer de combien l'effet externe, s'il est important ou pas, est-ce qu'il permet de contrebalancer ce que je viens de vous dire. Et leur conclusion, c'est non. Et donc, vous voyez, c'est assez terrible, parce qu'alors, vous avez un débat tout à fait vicié. Vous avez d'un côté la BAD, la Banque africaine de développement, qui a toujours crié tous en dessous que c'est très important de soutenir les systèmes de santé publique en Afrique. Et vous avez ces auteurs américains, je cite trois autres, Ashraf, Lester et Bay, qui sont très très influents, et qui écrivent quelque chose que je vous laisse lire. Alors, ceux qui proposent d'améliorer la santé publique ou la santé tout court dans les pays en développé, en vérité, n'avancent pas des arguments économiques, mais des arguments humanitaires. Voilà. Donc, on en est là, et en fait, toute cette histoire-là, je vais vous faire, je ne sais pas si vous connaissez ces débats, mais je vais vous faire, on est en pleine controverse, et ce que je vais vous proposer, c'est une façon de voir cette controverse. C'est mon programme de recherche à l'Institut universitaire de France. Donc je vais vous montrer juste des prototypes. Je vais encore travailler dessus 4-5 ans. Je vais juste vous donner, je ne sais pas si vous connaissez cette littérature, c'est une littérature qui est au croisement, à l'intersection de l'histoire économique, de la démographie, de l'épidémiologie et de l'économie. Donc elle est très intéressante. Il y a des aspects philosophiques, de type éthique, que je pourrais juste sur lesquels j'ai travaillé aussi récemment.
La première controverse, c'est ce qu'on appelle the population problem. Est-ce que pour avoir une meilleure croissance économique, il faut avoir un certain type de croissance démographique? C'est une histoire. Si vous lisez Platon, par exemple, Platon, il a une histoire très charmante dans son livre sur la démocratie. Il dit qu'il faut un certain nombre précis, parce que ça permet d'avoir des combinaisons vertueuses pour pouvoir. Si vous regardez Jean-Jacques Rousseau, alors Rousseau, lui, il est pour la population maximum, parce que pour lui, plus il y a de gens, mieux ça traduit le bien-être. Il y a énormément de choses là-dessus. Pour les économistes, c'est beaucoup plus simple. Il y a quelques personnes qui ont bien travaillé, mais la plupart des premiers travaux économétriques là-dessus sont assez foireux, parce que ça montre tout et n'importe quoi. Alors, ça a été souligné par un excellent démographe qui s'appelle Ronald Lee. Probablement, l'opinion majoritaire maintenant, c'est que la croissance démographique peut être bonne et elle peut être mauvaise pour le développement économique, pour la croissance. Ça dépend qui meurt. J'imagine que ça dépend qui est. Non, ça dépend qui, par exemple, prenez, c'est très cynique, il faut regarder ce qu'on appelle the age profile of mortality. Il faut regarder exactement qui meurt. Et si vous avez évidemment les petits jeunes ou les petits vieux qui meurent, on dit, mais ce n'est pas un problème pour la croissance économique. Bon, on peut se poser, après toutes les questions qu'on appelle de population ethics, sur lesquelles j'ai travaillé, où il y a énormément de paradoxes. Je passe là-dessus, on n'est pas là pour la philosophie, mais il y a un aspect philosophique extrêmement important. Donc, on ne peut pas travailler sur la connexion entre croissance économique et croissance démographique si on n'attaque pas sérieusement le thème de la structure d'âge. Alors quand je parle structure d'âge, en général les économistes ils en ont marre parce qu'ils savent que quand je dis structure d'âge, ça veut dire que je vais faire beaucoup de mathématiques. Mais parce que tenir compte de la structure d'âge et le faire sérieusement comme un scientifique dur, ça fait des mathématiques dures, et pas comme celles des économistes. Mais je ne vais pas vous développer trop là-dessus, j'ai beaucoup travaillé sur le contrôle optimal des ça rejoint beaucoup, si je peux t'interrompre, ce qui se passait au Moyen-Âge. Ouais. C'est-à-dire au Moyen-Âge, avant qu'on réintroduise le droit romain, c'était dans le droit allemand, et dans le droit allemand, on payait en déduction la mort causée. Et la mort causée, bien entendu, si c'était un enfant de très bas âge, ça ne coûtait pas cher. Si c'était quelqu'un qui avait plus de 60 ans, ça ne coûtait rien du tout. Et il y avait une graduation qui vraiment le coût économique, qui était l'évaluation du coût économique de la mort. Si vous pouvez m'envoyer cette référence, parce que on est en fait sur ce que j'ai appelé l'éthique des populations. C'est une discipline qui monte énormément. Je peux vous donner. Il y a un type qui s'appelle Derek Parfit qui a écrit là-dessus. C'est fascinant, mais je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas du tout ça. C'est le droit allemand. Ah, ouais. Je vais. Merci pour le. Je ne sais pas te noter, mais. Alors, la deuxième controverse qui est pour le coup beaucoup plus moderne est due, le point de départ, c'est un économiste israélien qui est extrêmement intelligent, que j'aime beaucoup, qui a travaillé sur, d'un point de vue plutôt individuel, je suis un individu et je veux investir. Investir, ça veut dire je dois répartir. Évidemment, il y a une histoire de rentabilité dans le temps. Par exemple, si j'investis en machine, il faudrait que je puisse le rentabiliser dans le temps. L'idée, c'est que si je vis plus longtemps, alors je peux rentabiliser plus longtemps. Alors imaginez maintenant changer capital physique par capital humain, c'est-à-dire aller à l'école. Si je vis plus longtemps, je pourrais, après sortie de l'école, travailler plus longtemps et plus mon capital humain est élevé, plus mon salaire sera élevé. Et donc ça, c'est le mécanisme de Ben Porat. Alors j'ai énormément travaillé là-dessus, ça m'a beaucoup fasciné. Je vais vous montrer des applications que j'ai faites sur Genève XVIIe siècle, où on a pu trouver des données assez intéressantes. Et XVIIe siècle, je ne dis pas ça au hasard, parce que c'est avant la révolution industrielle. Souvent les gens disent oui, l'espérance de vie a augmenté, mais après la révolution industrielle. Là on montre dans cet article que ce n'est pas vrai. Donc ce qu'on essaye de pousser, c'est qu'au contraire, les aspects espérance de vie pourraient bien être l'aspect préalable, pourrait bien être le préalable au développement économique, parce que les gens vivant plus longtemps peuvent accumuler plus de capital humain, etc. Quelle est la connexion avec la révolution industrielle? Ça, je vous en parlerai plus tard. Alors, je passe sur la littérature, il y a énormément de bagarres là-dessus. Je pense que c'est peut-être, je ne vais pas vous donner tous les détails. Vous voyez juste les références, 2010, 2012, 2014, ça se bagarre encore. Ça se bagarre encore et la bagarre n'est pas prête de finir. Alors,
je vais simplement dire que à l'intérieur, within this debate, dans le contexte de ce débat, les deux fameux Américains que je signalais au début à Semoul se sont cassés la gueule assez pitoyablement parce que dans un article postérieur, justement à propos de Ben Porat, ce qui se passe dans ce milieu-là, comme dans tous les milieux, j'imagine, c'est que s'agissant de personnes puissantes qui contrôlent énormément de revenus, ils ont fait passer énormément d'articles faux, mais qui soutenaient leur thèse initiale. Donc voilà. Et donc il y a une espèce de rébellion généralisée pour repousser cette idée que avoir une meilleure santé n'a aucun effet sur le développement, surtout en Afrique. Je vais essayer de vous montrer un peu l'approche. C'est très technique, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. J'aimerais juste parler d'une troisième controverse que j'appelle la controverse Ebola, IMF, le Fonds monétaire international. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cet article qui apparaît au plus fort d'Ebola dans le Lancet, où il y a un type qui, j'ai du mal à prononcer son nom, si vous pouvez, je vous le laisse. Bon, bref. Et donc, il pose cette question provocante, est-ce que le Fonds monétaire ne serait pas tout à fait blanc dans cette affaire d'Ebola? Alors, l'argument est très simple, c'est que vous savez que le Fonds monétaire a pour rôle principal d'assainir les budgets des pays qui contrôlent. Ça s'appelle les trucs d'ajustement structurel. Et typiquement, ça se fait en disant, voilà, tu dois réduire tes dépenses là, tu dois diminuer les subventions là, tu dois essayer de faire en sorte que tu aies ce qu'on appelle un surplus primaire non nul. Et donc, ça se passe finalement que certains pays, je ne suis pas sûr qu'ils soient de prime abord, on va dire, influencés par nos deux amis, là, Acemoglu Johnson. C'est simplement la philosophie du Fonds monétaire c'est le rôle d'assainir les finances publiques, mais ça se fait aux dépens des infrastructures importantes. Et question suivante qui est très intéressante, qui est la suivante. Et en plus de ça, le Fonds monétaire encourage la décentralisation des systèmes de santé. Donc si tu as, comme ça s'est passé en Guinée, ici le Guinée vachement, si tu as un choc de mortalité très très fort comme Ebola, tu as besoin quand même de pas mal de coordination pour faire face. Eh bien cette décentralisation est fatale. Alors ce que je fais dans ce projet de recherche, c'est d'aborder toutes ces controverses-là en même temps, appliquer à un certain nombre de pays. Donc, je ne vais pas appliquer ça à la France, c'est pas très intéressant, donc je vais l'appliquer aux pays que j'estime intéressant pour l'étude, c'est les pays d'Afrique subsaharienne. Vous avez une mortalité très forte, vous avez une morbidité très forte, et vous avez un système de santé publique quasiment fantomatique. Donc, la question c'est, je suis dans cette situation-là, est-ce que je vais suivre Acemoglu et Johnson, je ne fais rien sous prétexte que le fameux ratio là ne bouge pas dans le bon sens? C'est la question que je me pose. Et à côté de ça, tu as toutes les questions importantes que si vous discutez avec un gouvernement comme le gouvernement congolais par exemple, Congo-Kinshasa, c'est un pays qui a énormément d'urgence en vérité, il n'y a pas de route, c'est très problématique. C'est un pays qui est aussi grand que l'Algérie. Il n'y a pas de route, ça a été détruit, tout ce que les Belges ont fait. Ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont fait quelque chose, ça a été détruit par la guerre. Il y a les écoles, et il y a les hôpitaux, il y a les universités, il y a énormément de... Bon, c'est un peu la troisième controverse que je suis en train de parler ici. Quand on est un gouvernement qui a un agenda aussi chargé, il faut faire des arbitrages, lesquels faire, sous quelles circonstances, dans quelles conditions. Voilà, c'est ça donc le projet que je vous propose. Et je vais simplement, je ne vais pas vous embêter avec des maths, je vais juste en faire un tout petit peu à la fin. Je vais vous donner simplement le cas africain. En parlant d'abord, bon, j'aurai pas le temps de tout aborder, je vais quand même donner quelques aspects historiques. Je vais parler un peu du prototype, de choses que je fais. Alors, ça, c'est la perspective millénaire. Je vais parler de perspective millénaire en paraphrasant un type qui est très connu, qui s'appelle Angus Deaton, qui a fait ça, où vous voyez le co-mouvement entre la courbe du bas, c'est le taux de croissance,
du PIB par tête de 1820 jusqu'à maintenant. Et en haut, vous avez l'espérance de vie. Vous voyez qu'il y a eu stagnation. En fait, si on remonte jusqu'à l'an 0, on va voir que la stagnation qui est de type malthusien, elle dure pour certains pays jusqu'au 19e siècle, bien avancé. Et vous voyez que les décollages économiques est quasiment concomitant au décollage démographique. Alors, vous avez la même chose pour la Belgique, vous avez la même chose pour le Royaume-Uni, bon, qui est voilà. Et donc, vous avez toutes ces discussions-là. Comment rationaliser tout ça? Alors, il y a une nouvelle théorie de la croissance qu'on appelle théorie de la croissance unifiée. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je tiens simplement à vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas la théorie de la croissance, c'est que la théorie de la croissance que les économistes pratiquent, notamment dans les instituts internationaux, c'est typiquement une théorie qui a été développée pour la période après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est, je ne sais pas combien de pourcents de l'histoire humaine. Je ne sais pas. L'idée étant que ce n'est pas la peine d'étudier ce qui se passe avant, ce n'est pas la peine d'étudier la transition du régime malthusien, la stagnation malthusienne. Ce qui importe, c'est les moteurs de croissance de maintenant, qui n'ont rien à voir avec... Alors, l'idée qui est avancée maintenant, c'est non, c'est pas ça. Si tu veux bien comprendre la croissance et le développement d'un pays, il faut que tu le regardes dans son intégralité, c'est-à-dire bien voir à quel moment je passe de la stagnation malthusienne à la croissance, on va dire, moderne, et bien comprendre la mécanique de la transition qui inclut la transition épidémiologique et la transition démographique. Avant, vous savez comment les économistes traitent la démographie dans la théorie de croissance habituelle? Ils disent, voilà, la population croît au total. C'est tout. Pas plus. C'est honteux, hein. C'était ça. Jusqu'à que c'était simplement ça. La théorie de croissance moderne à la Solow, prix Nobel, consiste à dire je prends des périodes de 40 ans et le taux de croissance est N en moyenne, c'est tout. Donc il ne se pose pas la question du lien entre la croissance démographique et la croissance économique. Il a fallu quand même 2000 ans, enfin 2000 pour voir des choses un peu plus intelligentes. Je suis désolé d'être aussi direct, mais et donc ça c'est beaucoup plus intelligent. Et par exemple, une théorie qui est avancée, c'est de dire que, eh bien finalement, ce n'est pas tellement étonnant qu'il y ait un lien entre croissance démographique et croissance économique, parce que c'est difficile d'imaginer qu'il y ait un décollage économique s'il n'y a pas une masse critique de gens pour l'innovation. Dans un papier dans le Journal of European Economic Association 2007, on microfonde ça, on regarde ça par rapport à l'histoire de création des écoles en Angleterre de 1530 à 1860. Et on documente vraiment, en regardant vraiment, en se cassant la tête avec les registres qui existent, comment cette histoire de population density est très importante pour expliquer l'accélération dans la création des écoles, par exemple. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'avoir une population plus dense, ça réduit le coût d'école, parce que tout ça évidemment c'est privé, il faut payer des fees. Voilà. Et donc on peut comprendre énormément de choses avec ça. Alors, ce que je vous ai raconté, c'est on a fait énormément d'études avec ce qu'on a. C'est des périodes où il n'y a pas grand-chose. Donc, il n'y a pas de données nationales, mais il y a des données sur certaines villes. Alors, on a Genève, on a Venise, et donc on a regardé, est-ce qu'il n'y aurait pas des frémissements démographiques avant la révolution industrielle? Et voilà ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ce qu'on appelle une table de survie, enfin une courbe de survie. Alors, sur l'axe horizontal, c'est l'âge, et sur l'axe vertical, c'est la probabilité normalisée, évidemment, parce que vous voyez 1500, c'est pas la probabilité maximum égale à 1, c'est normalisé. Au début, évidemment, ça décroît avec l'âge, la survie décroît avec l'âge. Au début, vous avez évidemment la mortalité infantile qui a vachement fluctué jusqu'à très récemment. Et après, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons reporté des courbes de survie pour 3 différentes cohortes, en commençant par la cohorte 1625-49 jusqu'à 1770-90, et vous voyez qu'il y a quand même une augmentation de la survie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une augmentation de la survie vers les âges, on va dire, on appelle ça, adultes. Il n'y a pas d'allongement de la durée maximale. Hein. Donc, par contre, il y a un truc, il y a un jeu qui a
en déficit. Mais ça serait quand même intéressant de discuter avec vous. Nous, la seule façon qu'on l'a expliqué, mais vous êtes certainement beaucoup plus qualifiés que nous, on l'a écrit tel quel, c'est de dire il n'y a pas d'amélioration nutritionnelle, contrairement à ce que il n'y a pas d'innovation médicale majeure en 1600. Et on le justifie simplement en disant bon, tous ces trucs de peste, parce qu'il y avait des épidémies de peste chaque été, hein, on finit par immuniser les populations européennes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc c'est un peu l'idée que vous avez avancée. On n'a pas, donc on a dit, ici, vous avez vraiment une explication immunologique, on l'a écrit noir sur blanc, personne ne nous a contredit. Et des économistes qui nous ont lu. Les économistes, ils sont toujours sur la révolution industrielle. Mais on a pris des risques, mais on a regardé les choses sérieusement. Hein, donc, évidemment, il y a beaucoup d'économistes qui disent l'espérance de vie, laisse tomber, ce qui est important, c'est l'accumulation de capital. Mais on leur dit, mais justement, l'accumulation de capital humain, elle est déterminée par les conditions, plein de choses comme ça. Donc, c'est très marrant. On a eu le courage de sortir des sentiers battus et donc d'avancer ce genre d'explication que vous trouvez par ailleurs, que nous avons. Si vous êtes intéressé par ce genre d'article, je le fournis. Alors maintenant, ça c'est l'histoire. Quels sont les trends récents? Quels sont les trends récents? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment une dichotomie absolument nette entre, on va dire, le nord et le sud. Alors le sud, qu'est-ce que vous voyez? Ça c'est l'espérance de vie. Ça c'est l'espérance de vie pour le Kenya, pour l'Afrique du Sud. Vous voyez évidemment le choc du HIV-Sida. Vous voyez que l'espérance de vie a plongé de façon dramatique jusqu'à, dans certains pays, en dessous de 50 ans. Alors, par ailleurs, vous avez, par contre, pardon, le peur, c'est pas le mot. Hein. À l'inverse, vous avez une explosion de l'espérance de vie au nord. Alors, évidemment, ici, c'est l'État-providence, c'est les dépenses de santé, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est là que les dépenses de santé jouent de façon dramatique, parce que vous voyez clairement, alors, c'est valable pour le Canada, etc. Là, c'est très important parce que, même quand on regarde un pays comme les États-Unis, les États-Unis, on a évidemment en tête toute la bagarre qu'il a fallu à Obama pour faire passer un truc rachitique. Et en fait, si on regarde les données des dépenses de santé, c'est quand même pas mal. C'est 13% du PIB. Et ce n'était que 5% en 1960. Évidemment, il y a très peu de public dedans. Il y a très peu de dépenses publiques, je veux dire. Mais c'est un truc extrêmement important. Et il y a ce type-là qui a écrit là-dessus, qui a démontré de façon assez magistrale que c'est très important pour eux. Alors, maintenant, pour les systèmes de santé publique, il y a un travail extrêmement... je ne dis pas qu'il est génial parce qu'il y a un ami dedans, mais c'est vraiment sérieux, parce qu'il regarde les dates de création des systèmes de santé publique en Europe. Et il voit, et grâce à cette datation, il arrive à identifier tous les effets économétriques. Il en conclut naturellement que le rôle a été extrêmement important dans les développements postérieurs en termes de mortalité, etc., etc. Alors, deux choses. Quelle est la structure des dépenses de santé en public versus privé? Et quelle est la structure d'âge de ces dépenses? Parce qu'il faut quand même poser la question de la structure d'âge, vu qu'il y a une dimension age structure qui est extrêmement importante ici. Vous remarquerez, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, ça c'est des pourcentages en termes de PIB des dépenses de santé totales, publiques et privées. Les privés, c'est en triangle. Les publics, c'est en carré. Évidemment, la somme, c'est en haut. Alors, même, vous voyez, le système anglais, il a évolué. Donc, le côté triangle est assez plat, c'est 1,4%, et le public, vachement augmenté. Alors, on a toujours tendance à penser que les anglo-saxons s'en foutent du public, n'empêche que c'est ça qui augmente. La France, vous avez une stagnation quasiment totale, ça stagne de partout, donc c'est un système qui est là depuis 2000, il n'y a pas eu de changement en termes de pourcentage, il n'y a pas de dynamique du tout. Là où il y a de la dynamique, c'est... Bon, les Américains, ça bouge un petit peu, le public monte, c'est en dessous, là. Les carrés montent et les triangles descendent.
Alors peut-être le truc le plus... Ah ouais, ça c'est très intéressant, parce que vous voyez qu'à mesure que les pays se développent, la structure privée-publique change. Et vous voyez, les Chinois deviennent de plus en plus publics. Ils sont en train de construire un système de santé publique. Vous voyez, les triangles baissent et les carrés montent. Pareil pour l'Inde, hein, un peu moins. Donc ce serait plutôt quelque chose qui va avec le développement économique. Je n'ai pas de causalité ici. Alors par contre, c'est ça qui est curieux en vérité. Il se trouve qu'avec l'exception notable des Américains, mais pas des Anglais, le public est majoritaire dans les pays du Nord. Au Sud, on dirait qu'ils sont pauvres, donc on penserait plutôt que la partie privée est faible. C'est l'inverse. Malgré leur pauvreté, malgré leur extrême pauvreté, si vous regardez le pourcentage que nous avons ici, pour le Kenya, c'est très difficile d'avoir des données africaines agrégées. Vous voyez qu'il y a une évolution, les triangles sont au-dessus, nettement au-dessus, et en plus, les triangles montent, ce qui veut dire que le privé augmente. Ça correspond évidemment à l'augmentation des dépenses pour le sida, etc. Mais c'est, et en même temps, vous regardez ce que ça donne en termes d'espérance de vie, pour l'Afrique du Sud, c'est pareil. Vous avez les triangles, non, là, ici les triangles baissent, ça par contre, il y a une prise en charge beaucoup plus importante de l'État sud-africain, ce qui n'est pas le cas du Kenya. Donc, mais le message est assez clair. Là, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle des estimations de densité. Vous voyez que pour les pays de l'OCDE, pour les dépenses publiques, vous avez une espèce de distribution modale, et le mode est atteint à une valeur plutôt élevée, presque 8% du PIB en moyenne, qui va vers les dépenses de santé publique, ce qui donne une très belle courbe de densité de l'espérance de vie avec un truc modal, un seul mode à plus de 70 ans. Alors pour l'Afrique, pour les pays non OCDE, c'est beaucoup plus compliqué, puisque vous voyez que pour les dépenses publiques en pourcentage de PIB, le sommet est atteint beaucoup plus bas, à un niveau beaucoup plus faible. Bon, ça résume un peu toute l'histoire que je vous ai racontée. Alors que pour l'espérance de vie, vous avez une distribution bimodale. Vous avez pas mal de gens qui sont à 40-50 ans et pas mal de gens qui sont plus longs. Ben ça, c'est non OCDE. Hein. Donc ça inclut tous les pays OCDE, ce que j'avais dit. Alors, dernier point empirique, la structure d'âge des dépenses de santé. Ça, je n'ai vu ça nulle part. C'est un peu ce que je veux faire, c'est introduire, donner à la structure d'âge son rôle en économie, qu'elle n'a pas. Alors si on regarde ça, je vous ai raconté ça au début, nous savons depuis très longtemps que la structure d'âge est très importante pour comprendre la connexion entre la démographie et l'économie. Surtout la structure d'âge par âge de la mortalité, etc. etc. Alors, si on regarde les dépenses, la structure par âge des dépenses publiques et privées de santé aux États-Unis et dans tous les pays, vous avez toujours cette structure-là. Alors, il y a du privé, il y a du public, il y a la totale. Mais ce qui est important, c'est que c'est un truc qui monte, donc, avec l'âge. Donc, le gros de la dépense se situe dans ces pays-là, en tout cas, où bon, il y a un petit pic pour les enfants, pour les bébés, etc. Mais la plus grosse partie va vers les plus vieux. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, peut-être, voilà, pour la Suède, c'est encore plus clair. Hein. Ça monte, c'est extrêmement lisse. Il n'y a même pas le pic. On dirait qu'ils n'ont pas de problème de maladie infantile, les Suédois. Alors, le Japon, pareil. Et là, alors si vous regardez les pays émergents, c'est un peu plus marrant, parce qu'il n'y a plus la fonction croissante avec l'âge, il y a quand même l'importance de la mortalité, enfin de la mortalité, maladie infantile plutôt, qui apparaît. C'est marrant quand on passe des riches vers les pauvres en passant par les émergents, on voit une espèce de continuité, enfin encore plus là. Alors là, c'est l'Indonésie, vous voyez, alors là, exemple ça c'est vraiment, on voit qu'il y a vraiment deux sommets, deux pics, pour les bas âges et pour les âges élevés. Alors, voilà ce qui se passe pour les pays africains. Alors il y a évidemment des problèmes de données, c'est ça ce que je trouve, hein. Donc
ça, c'est des... Si vous regardez la structure d'âge, il n'y a absolument aucune logique. Il y a des pics un peu partout. On se demande comment Bon, c'est clairement... c'est clairement pas... Ça ne correspond pas à une politique planifiée, et je doute fort que ça corresponde au profil de la mortalité par âge, au profil par âge de la mortalité dans ces pays. Donc on est très très loin de là. Alors là, c'est le climat, c'est un truc n'importe comment. Donc non, on est dans un problème de manque de manque complètement de manque de rationalité totale dans les politiques de santé, pas seulement dans les politiques de santé. C'est l'exemple type. Vous voyez des trucs absolument. Alors, ce que je fais moi dans mon travail, c'est d'essayer donc d'étudier ce type de pays. En vérité, je m'en fous un peu de l'Indonésie, des pays émergents, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je regarde les pays africains, je sais que je suis limité par les données, c'est très difficile. Si vous avez des données dans les pays africains, je suis preneur. Je cours ces données depuis un certain temps. Et je me pose la question de l'optimal design des dépenses de santé. Optimalité mérite d'être définie ici, mais je n'aurai pas le temps de le faire, c'est très compliqué, c'est énormément de critères. Et notamment la question, comment je partage mon maigre budget entre dépenses de santé et dépenses d'infrastructure, et dépenses schooling. C'est ça les questions que je me pose et c'est les questions qu'on me pose. Donc ça, c'est les... Et j'essaie de le faire en ayant de la démographie sérieuse, pas comme les économistes. Donc ça, j'insiste beaucoup. Alain, tu ne vas pas m'en vouloir. J'essaie d'être un peu sérieux dans l'aspect démographique. Alors, en vérité, les économistes, comme je vous l'ai dit, la démographie, soit c'est du solo, ils supposent qu'il y a un taux de croissance totalement exogène qui tombe du ciel, qui est égal à n, qu'ils essayent de fitter péniblement avec les données. Évidemment, si tu regardes le long terme, la population ne va pas croître elle ne va pas tendre vers plus l'infini. À un moment, il va bien falloir qu'elle se casse. Donc c'est une hypothèse qui n'est pas sérieuse quand on fait du très long terme, ce qui montre. Et alors, tu as d'autres histoires qu'on raconte pour simplifier les mathématiques. Mais en vérité, la version la plus sérieuse que j'ai trouvée en économie, ça c'est l'âge, ça c'est la survie. C'est le type de truc que je vous ai montré pour Genève. Le truc le plus sérieux est dû à un Français. Il y a un autre Israélien qui s'appelle Yahari, c'était récupéré par le père Blanchard, il ne s'appelle pas le père Blanchard, c'est Blanchard, Olivier Blanchard, un des grands patrons qui a été le chief économiste du Fonds monétaire il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il va c'est ça. C'est une courbe convexe. Ça s'appelle le modèle de jeunesse perpétuelle, et ça c'est complètement faux. Si on regarde les tables de données, ce qu'il y a, c'est, à part la baisse, il y a plutôt quelque chose de concave. La plus évoluée des théories économiques donne un truc convexe qui s'écrase vers zéro, mais la durée de vie est infinie, maximum est infini. C'est complètement, excusez-moi le mot, absolument stupide. C'est évidemment dans la réalité, ce qu'il y a, c'est du concave. Surtout dans les pays africains, il y a un écrasement au début à cause de la mortalité infantile, mais après, il y a des concaves, ça descend. Et ça, il n'y a pas en économie. Donc ce qu'on a fait au début avec mes amis de Louvain, c'est d'introduire cette loi. Et cette loi qui maintenant, c'est ce que j'ai fait de plus citer, cette loi. Parce que les économistes... Oui, parce que mais ce qu'on a fait, je pense que mon travail le plus cité est cette loi, qui est assez conne en fait. C'est juste qu'on a voulu reproduire ça, et donc on s'est dit, il ne faut pas un paramètre, il faut deux. C'est tout. Et donc les paramètres bêta et alpha. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ça donne exactement ça. Vous pouvez modifier un peu le début. Alors le premier paramètre alpha nous permet de toucher ce qu'on appelle l'espérance de vie, ou plutôt la survie des âges adultes moyens. C'est le premier. Et alors vous avez le paramètre bêta, il permet d'augmenter la durée de vie maximale. Ça s'appelle la rectangularisation. D'accord? Voilà, et c'est cette loi de survie qui nous vaut une certaine reconnaissance, alors qu'en vérité, c'était juste deviner quelle forme analytique il faut pour avoir cette gueule-là.
qui est celle que les démographes utilisent depuis très longtemps. Les démographes utilisent une autre loi qui s'appelle la loi Gompertz, mais qui est extrêmement lourde. Je l'ai manipulée, mais elle est très lourde à manipuler. Ça, pour les économistes, c'est parfait. Il y a 2 paramètres. Et ils peuvent l'utiliser dans leurs travaux. Alors, à partir de là, j'introduis la santé. Où est-ce qu'elle va jouer la santé? Elle va jouer dans les paramètres là, dont je vous ai parlé, le alpha et bêta. Un meilleur statut de santé va augmenter la survie, suivant les différences d'âge. Suivant le bêta dépend du statut de santé. Alors le mu, oui, alors il y a un truc que je fais, c'est compliqué, hein, c'est pas des fonctions qui dépendent seulement du temps. Ta survie dépend non seulement du temps, mais aussi de la cohorte, de ta cohorte de naissance. Les différentes cohortes ne sont pas évidemment, n'ont pas la même trajectoire épidémiologique. Donc, le mu, c'est la cohorte, le Z, c'est le temps, et le A, c'est l'âge. Donc, si tu deviens sérieux, ça devient très compliqué, ça devient gros. Et en plus, on endogénise, comme on dit en mauvais français, les paramètres de la loi de survie en mettant le statut H dans le alpha et le bêta. Alors, il y a un truc très important ici, et je vais assez vite squeezer les aspects techniques, c'est que dans les fameuses théories à la Blanchard et à Harry, qui sont basées sur de fausses lois de survie, qui sont très connues, très très bien publiées, le taux de... Ça, c'est pour l'économie. Là, je vais vous montrer quel est le lien entre la démographie et l'économie dans mes modèles. Le lien le plus puissant est le suivant. Si tu es dans la théorie de cette loi de survie convexe, où la durée de vie maximale est infinie, le taux d'épargne est constant, donc indépendant de l'âge, ce qui est une connerie, parce qu'évidemment le taux d'épargne change énormément. Avec notre courbe, avec notre théorie de la survie, nous avons des taux d'épargne qui diminuent avec l'âge, qui collent vraiment à ce qu'on observe. Vous imaginez un peu, juste en changeant cette foutue loi, on arrive à répliquer quand même des trucs qui sont très importants, qui est le comportement de l'épargne, non pas pour une personne, mais en suivant toute la structure d'âge. Voilà, à part ça, donc, on introduit après, je vous donne un exemple de conflit dans les dépenses de santé. J'ai déjà introduit le statut de santé qui va être lui-même déterminé par les dépenses de santé. Donc il y a déjà un moteur, et ce moteur-là va être, je vais l'appeler Benporat. Pourquoi? Parce que ici, je vais avoir la chose suivante, plus tu te sens bien, plus il y a une amélioration de la santé, plus tu vas vivre longtemps, et plus tu vas accumuler, et plus tu vas épargner. Donc ça, c'est un mécanisme important. Rappelez-vous, Benporat, c'est le mécanisme démographique par lequel une augmentation de l'espérance de vie, par exemple, parce que la santé s'améliore, conduit à une augmentation de la capacité d'épargne et donc la capacité de croissance. Ça, c'est une autre chose. Le gouvernement a un budget, G, je l'appelle G, et ce budget, il peut le mettre dans les dépenses de santé, qui vont servir via le mécanisme de Benporat à augmenter la capacité d'investissement, la capacité d'épargne, pardon. Mais une partie des dépenses publiques, que j'appelle GY, va aller directement à la production. Rappelez-vous la fameuse fonction Y, c'est la fonction de production chez les économistes. Donc GY, donc qu'est-ce qu'il y a dans la fonction de production? Il y a du capital, K, il y a de la main-d'œuvre, L, mais il y a aussi des routes, de l'électricité, tout ce que vous voulez comme infrastructure publique. Et le gars, quand on dit le gars, je parle du gouvernement, il doit décider combien de fric il met dans les routes et combien de fric il met dans la santé publique. Alors, les deux ont un potentiel de croissance. Ce sont ce qu'on appelle two engines of growth. Ce sont deux engines, ce sont deux sources de croissance. La santé, elle joue par le mécanisme de Benporat, et les infrastructures, ils jouent directement par ce qu'on appelle le mécanisme de Barrow, qui est celui qui a produit ces modèles-là en disant attention, il est américain, mais il n'est pas totalement stupide, il croit que les dépenses publiques sont importantes pour produire
plus. Bon. Voilà. Donc, ici, il y a la fameuse rivalry, il y a la fameuse rivalité entre les dépenses de santé. Et toute la question qu'on se pose, c'est, et je vais montrer quelques exercices de simulation et j'arrête là. Si je mets ces deux moteurs, l'un avec l'autre, lequel va être le plus puissant? Benporat ou Baron? La question, ça peut passer. Pour un théoricien comme moi, c'est important. Voilà. Alors, je vais passer les maths juste pour rappeler le θ. θ, juste le paramètre θ. Le paramètre θ, c'est la partie des dépenses publiques qui vont aux infrastructures. Donc plus θ est élevé, plus le moteur de Barrow est important. Deuxième point, il n'y a pas de déficit budgétaire dans ce modèle. Ce n'est pas la réalité. Hein. Tout est financé par un taux. Vous voyez l'équation G égale à taux Y. Taux, c'est le taux d'imposition. Je mets pas de... Parce que si je mets des déficits, là, je ne m'en sors plus. J'ai déjà assez de problèmes avec ce que j'ai. Bien, et après, je mets... je vous donne juste... Je passe sur les maths, parce que si vous voulez faire les maths sérieusement, alors là, il faut passer par les dérivés, les équations de dérivés partielles. Et là, c'est la norme. Donc, je vais passer juste, vous donner l'exercice que je fais. Supposons qu'il y a deux classes d'âge. Dans mes modèles, il n'y a pas de classe d'âge. L'âge est une variable continue. Okay, mais là, je vous fais juste un exemple. Imaginez qu'il y a ceux qui ont moins de 18 ans et ceux qui ont plus de 18 ans. D'accord ? Et toi, toi, comme gouvernement, quand tu décides de la somme que tu vas allouer à la santé publique, tu décides aussi de combien tu files aux gens qui ont moins de 18 ans et combien tu files à ceux qui ont plus de 18 ans. Ça, c'est un fait. D'accord. Et en même temps, tu sais que... Voilà. Là, c'est... Je fais tourner le modèle, le prototype, en enlevant les dépenses de santé. Donc, il n'y a que le moteur de Barrow, mais je fais des exercices en augmentant le paramètre alpha. Vous vous rappelez, le paramètre alpha, c'est celui qui fait bouger la loi de survie vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Et voilà ce que je vous ai raconté auparavant, c'est-à-dire que là, une amélioration de l'espérance de vie fait augmenter de façon mécanique la capacité de financement d'un pays, c'est-à-dire son taux d'épargne. Donc, vous voyez que le taux d'épargne baisse avec l'âge, mais le fait qu'il y ait cette augmentation de l'espérance de vie fait augmenter la capacité d'épargne et d'investissement. D'accord? Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Là, donc, je fais tourner le modèle. Hein, donc, il y a des décisions partout, etc. Et c'est énorme. Hein, donc, et là, je me pose la question. Il n'y a pas encore de dépenses de santé, il n'y a que Barrow. Hein, mais quand même, je fais des variations sur alpha. Alors, je fixe un des paramètres et je fais varier le alpha et je calcule alpha. Donc, c'est l'un des paramètres de la loi de survie. C'est celui qui contrôle cette partie-là de la loi de survie. Je l'augmente, donc les gens vivent plus longtemps, ils épargnent plus, même si l'épargne chute avec l'âge. Mais je fixe bêta, donc je fixe l'âge maximum, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Bien, vous voyez, si je fais varier alpha, je fais varier l'espérance de vie, plus l'espérance de vie augmente, et plus le taux de croissance augmente. Ça, c'est le premier point. C'est Benporat. Mais alors, ce qui est important, c'est regarder la courbe du taux de croissance quand l'espérance de vie augmente. Là, il y a deux parties. Il y a une partie convexe, et vous allez voir quel est le lien avec l'Afrique dans une minute. Il y a une partie convexe au début, des faibles niveaux d'espérance de vie, le gain marginal d'espérance de vie, donc l'augmentation des dépenses de santé qu'on verra plus tard, ils ne sont pas dans cette configuration-là, va avoir un effet très fort sur la croissance. Alors que lorsque l'espérance de vie est très élevée, un surplus, un chouïa de plus d'espérance de vie a un effet faible sur la croissance. Ce n'est pas tellement étonnant. Donc cet aspect convexe-concave va nous servir après, mais je vous donne tout de suite l'argument pour dire, attention, cette histoire de Acemoglu et compagnie là, qui dit que c'est pas la peine d'augmenter les dépenses de santé si ce n'est pour des raisons humanitaires, elle est fausse. Parce que le lien entre la démographie et l'économie est en fait convexe-concave. À des faibles niveaux de développement, c'est-à-dire lorsque l'espérance de vie est très faible, les dépenses de santé ont un effet extrêmement fort, c'est un effet convexe.
Donc pour l'Afrique, ça fait parfaitement sens de dépenser, et de dépenser beaucoup en santé. Alors que dans la situation... Vous voyez, c'est ça l'argument que l'on avance contre ces gens-là. C'est dire, voilà, vous avez... ah oui, je ne vous ai pas dit. Si vous travaillez avec la fosse, celle qui est convexe, où tout le monde a la même épargne, et tout le monde vit une... Eh bien, vous n'avez pas convexe concave, vous avez tout le temps concave. Et donc, moi, je peux faire l'argument que si je travaille sur l'Afrique, j'ai tout à fait raison d'augmenter les dépenses de santé. Mais si j'avais fait, quand tout le monde ait pris la loi convexe des fosses, ben, je n'aurais pas obtenu le convexe concave. Ça a l'air d'être technique, mais c'est très important pour les conclusions que ça donne. Alors, il y a plus. Il y a plus. Alors, après, je fais bouger. Je termine là-dessus. Je ne vais même pas vous parler de structure d'âge. C'est pas très important. Imaginons que cette fois-ci, je fixe le θ, là c'est la part des dépenses qui vont aux infrastructures, mais je joue sur le... non, j'augmente θ en fixant H1 et H2. Là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux valeurs. Voilà, c'est θ qui bouge. Rappelez-vous, plus θ monte, plus il y a d'argent qui va vers les infrastructures. Plus le moteur que j'ai appelé barreau est fort. Mais je regarde la force du moteur barreau pour des valeurs différentes de H, qu'est-ce que je... Voilà, non, θ, je regarde l'effet pour le cas où l'espérance de vie est faible. Regardez là, le truc qui s'écrase là. Et l'autre cas, c'est le cas où l'espérance de vie est élevée. Donc je donne deux différentes valeurs de alpha. Alors la courbe basse là qui s'écrase vite, il y a un effet convexe, mais après ça est obtenu avec une espérance de vie de 40 ans. D'accord? Vous voyez qu'avoir une espérance de vie de 40 ans ou de 80 ans, ça n'a pas le même résultat pour la force du moteur des dépenses publiques. Là, je fixe H1 et H2, mais je considère deux différentes valeurs pour l'espérance de vie. Lorsque l'espérance de vie est basse, le moteur barreau s'écrase assez vite. Même, il y a une espèce de complémentarité entre le moteur barreau et le moteur Benporat, en vérité. Et, bon, voilà, bon, je peux arrêter là. Donc, les deux points importants que je voulais souligner, c'est cette histoire de convexe concave, qui permet d'expliquer pourquoi la dépense de santé est totalement légitime, contrairement à ce que disent les Américains, dans les pays à faible niveau économique, donc à faible espérance de vie. Il y a un effet convexe des dépenses publiques. Chose qu'on ne récupère pas avec les constructions habituelles dans les théories américaines. La deuxième chose, c'est que si tu fais tourner le moteur barreau, c'est-à-dire que si tu mets de l'argent à gogo dans les infrastructures, etc., dans un pays qui est à niveau d'espérance de vie bas, eh ben, tu arrives très vite au plateau de croissance. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tu peux investir tout ce que tu veux. Si les gens vivent 40 ans, eh bien, la croissance ne peut pas décoller. Pourquoi? Parce que la capacité d'investissement, la capacité d'épargne est limitée par les facteurs démographiques. C'est le fameux effet Benporat. Voilà. Excusez-moi pour l'aspect très théorique, mais moi j'aime bien quand c'est intellectuellement intéressant. Bon, bah, évidemment, maintenant, ce qui reste, c'est le plus dur, parce que les théories, je peux en prendre 3 par jour, mais le truc, c'est de passer à l'acte. C'est-à-dire la vraie question, je crois que Bruno et Alain seraient d'accord avec moi, c'est la vraie question, elle est empirique. Donc, alors, c'est là où j'essaye de faire l'empirique, pas moi, hein, dans mon équipe des gens qui font l'empirique. Alors, nous sommes limités par le fait que vous avez vu la qualité des données en santé publique, notamment pour les structures d'âge dans les pays africains. Quand j'ai montré ça à un ami Moati, il était lui-même étonné de voir que ça existait. Bon, donc ça, on a de vrais problèmes là-dessus. Et après, la question qui vient après, c'est qu'est-ce que j'en fais en termes de recommandations de politique économique.
J'aimerais arriver à des choses extrêmement, on va dire, chiadées du point de vue analytique, c'est ça. Et où je peux montrer que, alors c'est peut-être très ambitieux, et peut-être pas, j'aimerais montrer les choses suivantes. Que si je suis à un niveau de développement bas, alors il faut commencer d'abord par la santé. Après les infrastructures. Quand je dis commencer, je veux dire la plus grosse partie doit aller à la santé. J'aimerais arriver à cette histoire-là où je propose une chronologie optimale. Ça existe dans la théorie de la croissance. Je parlais de Galland et d'autres qui ont inventé cette théorie de la croissance unifiée, d'expliquer quel est le bon ordre entre la croissance dans le capital humain et la croissance dans le capital physique. J'aimerais faire la même chose pour ce genre de choses en jouant sur Barrow et Ben Porat. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention. C'est compliqué, je ne suis pas sûr que je sois d'accord. En fait, parce que je suis né dans une ancienne colonie. Donc ce que les Français, c'est l'inverse, ils étaient d'abord des infrastructures. Et ce que je connais de l'Afrique, pour la santé, je continue à penser que quand c'est le privé qui s'occupe en particulier des médicaments, ça coûte 10 fois moins cher à la société quand c'est public. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, c'est très intéressant, ça rejoint un débat de quelqu'un qui est à l'IRD qui est très intéressant. Tu sais, il y a une grande campagne de lobbying. Il y a des gens dont je me méfie quand ils me parlent, je soupçonne, ils me servent de miroir. Je soupçonne qu'il y a quelque chose de faux. Alors, il y a un grand truc de la fondation Jacques Chirac là, qui dit oh là là, tous ces faux médicaments qui circulent. Alors nous, on a regardé avec un côté biologique tous les médicaments qu'on a testés qui venaient des marchés. Tu vois. En réalité, ils sont tous vrais. Parce que bien entendu, le coût du médicament, c'est pas la molécule qui coûte cher, c'est le paquet, les gélules, etc. Et donc, et il ne coûte rien. Donc s'il y a une vraie campagne qui est faite, qui est multiple, et il y a une fille de l'IRD qui a eu un ERC pour ça, pour identifier au Burkina Faso les sources médicamenteuses. Et en réalité, le problème est un problème qui est amené, c'est que les médicaments qui sont vendus sur le marché coûtent 10 à 50 fois moins cher que ceux qui passent par les circuits publics, mais ils échappent aux taxes, ils échappent aux industries pharmaceutiques, ce qui veut dire que les relais institutionnels, là, ce qui se passe au Burkina Faso, c'est de l'importation par contrebande au Nigeria. Le fait qu'ils échappent à une infrastructure à un coût colossal amène que le coût thérapeutique des gens qui payent quelques centimes les médicaments contre le paludisme, ou les antibiotiques, ça coûte à la société collectivement beaucoup moins cher que l'infrastructure santé organisée par les États. C'est possible. Mais là, le point que tu signales, c'est plus dû au problème de mauvaise gouvernance au niveau de ces pays-là. Donc je ne sais pas, en plus, je ne sais pas si tu vas être d'accord là-dessus, mais est-ce que tu peux imaginer un système de santé sans hôpitaux? Parce que ton point était sur les médicaments. Non, mais je vais te donner un exemple, qui est un exemple brutal. La première cause de mortalité depuis tout le temps, aussi longtemps qu'on sache, jusqu'à l'année dernière, c'était les pneumonies. D'accord. Là, avec le développement d'une industrie parallèle en Chine et en Inde, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, c'est devenu la deuxième cause de mortalité, et c'est pratiquement que de l'antibiotique de marché. C'est-à-dire que l'accès direct de la population, sans médecins, sans hôpitaux, à l'achat de médicaments sur le marché, a fait tomber pour la première fois le truc d'économie. C'est-à-dire que c'est la distribution directe en dehors de toute organisation gouvernementale qui a fait tomber les pneumonies. C'est probable. Je veux dire, et la signification de ça en termes de mortalité, c'est monstrueux. Oui, j'entends bien. Moi, je suis très imprégné de mes exemples dans les pays des Grands Lacs. Donc, le premier contact que j'ai eu dans ce pays, c'est en 2008, et je suis allé visiter, c'est un souvenir dont je m'en rappelle toujours, le seul hôpital qu'il y a dans la région de Bukavu, qui est la capitale du Kivu Sud, qui est plus connue pour les viols que pour autre chose d'ailleurs. Et là, j'ai vu je veux bien croire que ce qu'il faut, c'est un accès aux médicaments les plus puissants hors de toute interférence publique corrompue, mais avoir un minimum d'infrastructures me paraît pas... Alors, l'infrastructure, je suis d'accord. Ah oui.
Non, mais non, oui, mais de système de santé. Là, il faudrait que tu lises le papier. Non, le papier je vais te l'envoyer. C'est un truc assez simple, il n'y a pas de maths, de Sund, etc., sur l'apport des systèmes de santé publique en Europe depuis le 19e. Quand je dis là, je ne parle plus d'infrastructure, mais de toute la sécurité sociale, tout ça. Ça c'est une autre... Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Est-ce que c'est le genre de choses qu'il faut pousser? Moi, je pense qu'il faut quand même avoir un système un peu de couverture sociale pour les plus pauvres. C'est pas ce que je dis, c'est globalement l'organisation au niveau des États. Il y a des choses pour lesquelles les États sont absolument nécessaires et pour lesquelles il faut qu'ils fonctionnent. Et moi aussi, comme tu sais, je vais souvent en Afrique. Il y a une chose pour laquelle personne ne peut remplacer l'État, c'est l'infrastructure des routes et des bâtiments. Voilà. Les routes et les bâtiments, c'est l'État. Personne d'autre que l'État peut faire. Les routes, les hôpitaux, etc. Après, l'organisation des circuits, singulièrement l'accès médicamenteux, est un problème qui n'est pas... Il ne faut pas toujours se moquer de la gouvernance des uns et des autres. La nôtre gouvernance est aussi mauvaise. Sur les médicaments et sur les antibiotiques ne sont pas rentables, ne sont pas accessibles en France. Pas plus en France que n'importe où ailleurs. Ils ne sont pas accessibles parce que l'organisation de la distribution des médicaments est un accord qui est fait entre le gouvernement et les industries pharmaceutiques. C'est pas plus... Il y a des problèmes de gouvernance qui sont de même nature sur la rentabilité. Je pense qu'on est d'accord. Alors, simplement, c'est vrai il faut avoir un minimum de structure qui n'existe pas. Physique, bien sûr. Ça n'existe pas. Hein. Donc là, je parle souvent de l'accord sino-congolais. On tire souvent sur les Chinois en Afrique en ce moment, comme quoi ils apportent la corruption, etc. La corruption en Afrique, ça date bien avant. Bon. Ils construisent pas. Je défends beaucoup ça. Et ils vont construire 2 hôpitaux au Congo. 2 hôpitaux par province. C'est pas mal. Donc ça, moi je pense que... Bâtiment. Le bâtiment. C'est fondamental, parce que quand tu vois l'espérance de... Le bâtiment. Bon, l'État, c'est le bâti. Ici, il y a un autre point aussi, c'est là le bâti et la coordination. Parce que imagine le truc Ebola. Je sais pas ce que tu as vu la controverse que j'ai sur le... Qu'est-ce que tu en penses? Tu as un choc comme ça majeur, s'il n'y a pas un minimum de coordination, s'il n'y a pas quelqu'un qui le coordonne. Je suis pas sûr. Je suis moins sûr. J'ai regardé ça de près. Si tu veux, le problème de la coordination, c'est que cette coordination, d'un coup, elle devient manipulée par l'OMS, c'est-à-dire le plus grand désastre qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que nous, on pouvait plus. On a investi en Guinée pour envoyer un laboratoire de proximité pour faire le diagnostic d'Ebola. Il y a un réactif qui est vendu pour faire du diagnostic par PCR par les Allemands. Donc nous, on leur envoyait tout ça pour qu'ils puissent faire du diagnostic proximité, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas à envoyer ça à 500 km pour pouvoir faire du diagnostic. Mais l'OMS avait donné des normes pour faire le diagnostic qui sont les normes qui sont requises en France ou en Allemagne. Une situation épidémique, c'est-à-dire que se faire du screening direct était quelque chose qui devenait complètement impossible. Donc c'est assez particulier. Et en revanche, c'est pour ça qu'il faut se méfier sur les infrastructures. Donc ce qui est venu de l'extérieur, c'est-à-dire l'OMS, ça a été impossible d'implanter des stratégies qui étaient vraiment empiriquement simples et fonctionnelles. Mais en revanche, la leçon qui a été extraordinaire, c'est que le taux de transmission personnelle de soins était plus bas en Afrique que ce qu'il a été aux États-Unis et en Europe. Parce que, et n'ayant pas d'argent, ils ont utilisé que l'eau de Javel. Et donc l'eau de Javel, à la place des 3 couches de vêtements, c'est infiniment plus efficace. Non, c'est une excellente discussion. C'est plein de leçons. Non, en vérité, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est le prototype. Alors, dans la version bêta, ben là, si je vous la montre, vous allez courir pour sortir. Il y a 2 types de dépenses de santé. Il y a la structure, c'est un capital qui s'accumule, c'est le nombre d'hôpitaux, et il y a les dépenses de santé courantes, type médicaments. Mais ça, je ne suis pas très à l'aise encore, parce que j'ai jamais travaillé sur la structure de marché bien pharmaceutique, donc en Afrique, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais c'est intéressant, il y a une fille qui va revenir en de Burkina Faso qui travaille spécifiquement là-dessus, et quand même, il apparaît qu'une des parties, comme souvent, ces grands trucs, ces sentimentaux, ces trucs, derrière, il y a des intérêts financiers aussi bien des pays, c'est-à-dire le Kenya, par exemple, a fait une lutte, c'est pas du tout des mauvais médicaments, c'est ce qu'il appelle des contrefaçons, c'est-à-dire que ça n'appartient plus à l'industrie qui nous vend. Et ça, c'est des contrefaçons comme pour Chanel ou comme pour, tu vois, je veux dire, pour les médicaments, on n'a rien à foutre que sur les contrefaçons. Donc il y a une vraie question là actuellement qui est les circuits
Et ceux qui s'opposent actuellement à la diffusion des médicaments non contrôlés, c'est ceux qui tirent du bénéfice sur les médicaments contrôlés. Donc il ne faut pas être trop naïf sur cette histoire-là. Ouais. Ben, c'est la version bêta alors. Hein. Pas l'alpha bêta. On ne peut pas tout modéliser. C'est dommage. Il y a des questions de la salle? Ouais. Si je peux. Ah, bien sûr. J'aurais bien une ou deux. J'ai des questions techniques très rapidement. Sur le modèle, vous modélisez le décès, parce que l'avantage de Yahari Blanchard, c'est que du coup les gens ils disparaissent pas. Et comment vous faites pour modéliser le décès, techniquement, comment ça se passe dans le modèle sur la taille de la population? Ah oui, je vais te dire. Je te cherche juste une des équations là. Il y a un leg. Non. Tu vois le xi là-bas qui est là-bas? Ouais. Dans le L, là, il y a un xi. Donc il y a une taille de population constante. Si tu veux, la taille totale de la population est constante. Donc il y a une espèce de normalisation qui est derrière. C'est les poids de la société. Absolument. Moi, je ne suis pas très content avec ça, mais bon, je ne peux pas non plus tout faire. Et l'autre question, c'est donc en opposant l'effet Ben-Borat et effet Barreau, dans les faits, donc tous les effets de la santé passent par le taux d'épargne finalement. Non, il passe aussi. Il y a aussi un effet productif. Absolument, mais tu vois là-bas, tu vois le paramètre phi là-bas, voilà. Plus tu vas mieux et plus t'es bon, plus la morbidité est faible. Okay. Non, j'ai tout mis, sauf les médicaments. Alors pour le 18e, ce que je crois, c'est les ectoparasites. Ah oui, ouais. Ça, si tu peux me là, franchement... si tu veux, on a une difficulté à imaginer, et comme disait, moi j'ai lu ça dans la Constitution américaine, enfin dans la mise en point par Washington du comportement à avoir dans la présidence de la République, pour expliquer qu'il ne fallait pas écraser les poux en public, tout le monde est. Et que donc on devait dissimuler ça. On sait ce que si tu visites Versailles, tu le verras. On a retrouvé. On a regardé les. Le nombre d'ectoparasites, les ectoparasitos étaient phénoménal. Là, on est. Tu vois. Là, tu veux dire que pour cette période-là, 1600 et quelques, on n'a pas trouvé. C'est là que ça a diminué. C'est-à-dire que ce qui a diminué, c'est quand tu passais de 2 à 3 vêtements. Et pourquoi ça? À cause de mesures de santé publique, là? Simplement, à partir du début de l'enrichissement, si tu veux, les gens ont eu un vêtement en plus. Comme toi tu dis, c'est parce que les gens sont plus propres. C'est l'hygiène. Et en particulier l'hygiène des ectoparasites, ça joue un rôle très important. Donc tu ne crois pas au truc immunologique? Non, il y avait quelqu'un qui était beaucoup, qui est un peu démodé maintenant, mais qui s'était beaucoup penché sur le problème, c'était Ivan Illich. Tu as vu ça? Je pense pas qu'il ait apporté des trucs très précis là-dessus. Non, il disait que la plupart des choses dans l'espérance de vie étaient liées à l'hygiène. En partie, c'est vrai. La taille des maisons, ensuite, la transmission interhumaine jouait un rôle très important. L'eau courante a joué un rôle. On n'a rien trouvé, on a regardé, on a épluché les arrêtés, les trucs comme ça, il n'y avait rien dans ces deux villes-là. Je parle de Venise et de Genève. Ouais. Mais ne serait-ce que le nombre de vêtements, c'était une chose probablement considérable. La capacité à laver les vêtements, une chose considérable. Qui a regardé ça. Plus grand frein. Je vais emailer les copains, on va regarder ça, mais je pense pas que... On a déjà fait le tour, hein, mais bon, on va regarder. Très bien, merci.